Juger, c'est ne pas comprendre. André Malraux. On se trompe toujours, ou à peu près toujours, lorsqu'on veut se juger soi-même. Surtout dans les situations où l'estime de soi est en jeu. Je crois m'observer, mais en réalité, je me juge. Aucun regard sur soi n'est neutre. L'estime de soi est ainsi, par essence, un jugement. On s'observe et on se juge. C'est même un double jugement, ou un jugement sous pression, comme on voudra, puisque ce jugement que nous portons sur nous-mêmes est en fait redoublé, ou contaminé, ou stressé, par le jugement des autres. On se juge d'après ce que l'on pense, à tort ou à raison, du jugement des autres. Le fantôme du regard des autres nous pousse à nous juger et nous met la pression. Premier problème donc, nous nous jugeons au lieu de nous analyser et de nous comprendre. Second problème, ce jugement est le plus souvent trop sévère. Qu'est-ce que juger? C'est relier un fait à une valeur. Et les valeurs des personnes ayant des problèmes d'estime de soi sont toxiques, car trop élevées et trop rigides. Leur désir de perfection sert à apaiser leur désir de protection. Pourquoi cette tendance au jugement sur soi et ses actes, avant même toute forme d'analyse et de compréhension, et parfois même à la place de toute forme d'analyse et de compréhension? Le problème, le critique intérieur. Ce que l'on nomme le critique intérieur, en psychothérapie, ce sont les jugements constamment négatifs et limitants, cette autocritique quasi constante. Cette déformation permanente et partiale de ce qui nous arrive, succès ou échec. Ce qui est raté est ma faute, ce qui est réussi est dû au hasard. Ce qui est raté l'est totalement, ce qui est réussi ne l'est que partiellement. Il y a toujours à redire. Ce qui est raté l'est durablement, pour toujours, ce qui est réussi n'est que temporaire. Comment supportons-nous cela? Parce que nous pensons que c'est une forme de lucidité et d'exigence. Au pire, une sévérité envers soi qui nous sera plutôt bénéfique. Lucidité sévère. En fait, le critique intérieur prend seulement les habits de l'honnêteté et de la lucidité. Comme tous ces bourreaux qui essaient d'abord de se faire passer pour des amis justes mais sévères. Cette tendance à l'autocritique féroce n'est qu'une caricature d'un phénomène normal de recul et d'exigence, mais sans la bienveillance ni la flexibilité, et au prix de nombreuses erreurs. Dramatiser, généraliser, tirer des conclusions sans preuve, imposer comme des évidences des exigences irréalistes. Le critique intérieur fait passer pour de l'information ce qui n'est que de l'auto-intoxication. Il ne tire jamais les leçons de ses échecs de prédiction. Lorsque ces « ça ne marchera pas » sont infirmés, il garde le silence, ou instille le fiel du « ça ne durera pas, inutile de trop se réjouir ». Mais il triomphe lorsque ses prédictions réussissent. Je te l'avais bien dit. Le critique intérieur est sans arrêt en action. Prédiction avant l'action. Inutile d'essayer, ça ne marchera jamais. Commentaire pendant. Regarde comment tu t'y prends mal. Conclusion après. Tu as été pathétique. Il est comme un véritable ennemi intime en nous-mêmes. Cet ennemi, c'est nous, bien sûr. En tout cas, c'est nous qui lui donnons vie, qui l'écoutons, l'hébergeons, lui obéissons, et nous qui le croyons. Nous finissons par n'avoir plus aucun recul et croire que ces pensées stéréotypées sont fondées et justes. C'est pour cela que nous utilisons cette image du critique intérieur en thérapie, pour introduire un peu de distance envers cette mécanique qui se niche au cœur de notre personne. Une autre façon de le décrire est le terme de radiocritique. Ce flot régulier d'auto-verbalisation négative ressemble effectivement à un poste de radio sournoisement placé dans un recoin que personne ne songe ni à éteindre ni à écouter attentivement pour s'apercevoir qu'il ne débite que des horreurs et des exagérations. Auto-intoxication hallucinante. Comment expliquer que l'on mette si longtemps à le comprendre et à le changer?
à force de le penser, on finit par le croire. D'où vient le critique intérieur? En général de loin. Si nous ne prêtons plus attention au caractère exagéré et stéréotypé de ces ratiocinations, c'est qu'il est en place en nous depuis longtemps. Il provient le plus souvent d'un discours parental intériorisé. Soit nos parents nous ont tenu un discours interdicteur et limitant de ce type de façon régulière, nous dissuadant en permanence d'agir ou de nous réjouir, soit ils se le tenaient à eux-mêmes devant nous, en verbalisant leur propre critique intérieure à haute voix ou à haut cri. « Pourquoi me suis-je mis dans cette galère? Je n'aurais jamais dû essayer. Tout est fichu. C'est la catastrophe. » Soit ils nous l'ont enseigné comme valeur essentielle du rapport à soi. Ne jamais se satisfaire de soi, toujours se critiquer pour progresser. Puis, nos enseignants, à l'école, nos supérieurs hiérarchiques au travail, ont pu prendre le relais de ce genre de discours enseignant toujours l'insatisfaction de soi. Et des membres de notre entourage aussi, amis ou conjoints. Parfois en toute gentillesse, en toute bonne foi. Si je dis ça, c'est pour t'aider, ne le prends pas mal. Une fois de plus, le problème n'est pas de recevoir des messages de critique ou de remise en question. Cela, c'est normal et utile, et il faut savoir les écouter et les accepter. Le problème, c'est de ne recevoir que ce genre de messages, de manière constante et distillée, presque légère et naturelle. Le critique intérieur est d'autant plus toxique que nous y sommes habitués, que nous ne prêtons plus attention à sa nature. Par sa permanence et sa discrétion, il fait oublier son caractère partial et erroné. Sous le masque de la lucidité et de l'honnêteté, la toxicité. La toxicité du jugement sur soi lorsqu'il émane d'une autocritique aveugle. Cette autosuggestion négative s'avère hélas efficace et alimente une bonne partie des problèmes d'estime de soi. Elle est notamment ce qui fait qu'on ne tire pas profit de nos expériences de vie positives, car tout succès ou toute reconnaissance est immédiatement passé au crible de la critique partiale. Illusoire, ne durera pas si important au fond. Contrairement à ce qu'il cherche à nous faire croire, le critique intérieur ne nous aide en rien à progresser sur le plan de notre personne globale. Il n'est qu'un discours dissuasif et limitant qui nous pousse à craindre, à redouter, à trembler, à ne jamais nous satisfaire. Il ne nous tire pas vers le haut. Ce n'est pas par un discours critique constant que l'on tire qui que ce soit vers le haut. On le tire seulement vers plus de stress, plus d'inhibition, plus d'insatisfaction et plus de tension, et vers moins d'estime de soi. Le critique intérieur obéit à une logique de perfectionnisme pathologique et inefficace. Même s'il peut parfois aider à atteindre des objectifs dans des domaines précis et limités, performance scolaire, professionnelle, sportive, en mettant fortement la pression, son coût émotionnel est très important. Il s'avère très stressant. En réalité, il fragilise l'estime de soi globale. Chez les personnes à haut niveau d'autocritique, on retrouve aussi dysphorie, humeur souvent morose et maussade avec des bouffées d'angoisse ou d'irritabilité, vulnérabilité au stress, on est vite déstabilisé par des petits stresseurs quotidiens, fréquents sentiments d'impuissance, pas possible, je ne pourrai jamais faire face, etc. Que valent les performances obtenues dans de telles ambiances psychologiques? Le critique intérieur agit également comme un filtre, qui écarte de nous les bénéfices de nos succès, les tentatives d'autofélicitation sont peu crédibles, en nous ramenant sans arrêt à nos échecs. Les autoreproches sont instantanément jugés très raisonnables et mérités. Alors, quels efforts mener pour limiter et remettre à sa juste place cette tendance à l'autocritique aveugle, injuste et excessive? Comment pratiquer une autocritique utile? Condillac, discret philosophe de l'époque des Lumières, soucieux de lucidité en matière de lien entre pensée et émotion, proposait ainsi « Éviter l'erreur,
en évitant de porter des jugements. Tâche difficile, mais au moins pouvons-nous manifester un peu plus de vigilance par rapport aux pensées dont nous sommes nous-mêmes l'objet. Ce qui aide à changer, c'est une information neutre et bienveillante, plus qu'un jugement partial et agressif. Pour progresser, il sera souvent nécessaire d'apprendre à se critiquer différemment, à se critiquer avec mesure. On ne change correctement, nous l'avons vu, que sur une base d'acceptation de soi, de ses erreurs, de ses limites. Puis, et seulement alors, viendra le temps du jugement, critique ou favorable. Face à toute activation de la tendance à l'autocritique, il faut aussi vite que possible effectuer un travail de décontamination et de mise à plat. En effet, le critique intérieur se nourrit de la confusion de nos émotions et profite toujours du petit désordre créé par nos inquiétudes. Pour mieux lui faire face, 1. Se rappeler que nous produisons nous-mêmes une grande partie de nos souffrances. Se parler de cela, n'accepte plus qu'une idée ou une pensée t'affole ou te détruise. Reconnais ton inquiétude au lieu de chercher à la minimiser tout de suite ou à la chasser en pensant à autre chose. Si tu as peur à détecter un problème, occupe-toi de ce problème, mais avec calme. Être à l'écoute de sa peur, ce n'est pas se soumettre à elle, au contraire. D'où vient le problème? De mon imagination? C'est rare. De ma tendance à l'amplification? C'est plus fréquent. 2. Bien faire la différence entre ce qui se passe, les faits, et ce que j'en pense, mon interprétation. Là où le critique intérieur tente à me faire confondre les deux et à me faire prendre sa lecture du monde pour le monde lui-même. Les problèmes d'estime de soi rendent hypersensible. Si j'ai l'impression de ne pas être apprécié par quelqu'un, cela peut provenir certes de la froideur de mon interlocuteur, mais aussi de ma peur de n'être pas apprécié par autrui en général et par cette personne en particulier. Ces prises de conscience régulières, séparant l'information et l'observation, neutres, du jugement de valeur, subjectif, sont indispensables au développement de l'estime de soi. 3. Se montrer prudent par rapport aux conclusions précipitées du critique intérieur. Toujours dans l'exemple d'un interlocuteur froid, l'autocritique nous poussera à penser et à adhérer à des idées du type « tu vois bien que tu lui es antipathique ou indifférent, laisse tomber ». Mais ce prêt-à-penser peut conduire à de nombreuses erreurs, comme une erreur d'attribution. Que quelqu'un ne soit pas chaleureux avec nous ne signifie pas que cela vienne de nous. Il peut aussi avoir des problèmes par ailleurs qui le rendent froid et distant. Ou une personnalisation. Cette personne est peut-être désagréable avec beaucoup d'autres personnes, cela n'a pas grand-chose à voir avec nous. Ou encore un sentiment d'impuissance à agir. Je peux malgré tout décider de rester aimable, voyons si je peux changer sa façon d'être à mon égard, ou me tourner vers des personnes plus réceptives, au lieu de penser que tout le monde va fonctionner ainsi sur le mode du rejet à mon égard. 4. Reformuler différemment ses auto-verbalisations. Ne plus supporter les termes radicaux et définitifs. Catastrophe, nul, inacceptable, complètement raté. Derrière la naïveté apparente du procédé, le poids des mots est réel. Et l'efficacité de la technique de reformulation est assez largement attestée en psychothérapie. C'est d'ailleurs l'un des enjeux des psychothérapies cognitives de l'estime de soi. En restant dans notre exemple, vous n'obtiendrez pas le même effet sur vous selon que vous pensiez « il n'est pas très chaleureux tout de même ce bonhomme, est-ce lié à moi ou à lui ?» ou « il me déteste ou il me méprise, c'est évident ». Les formulations négatives et catégoriques facilitent la mise à feu violente des scénarios catastrophes de rejet social. Dès qu'un doute arrive, et si on ne m'aimait pas, il se transforme en certitude, on ne m'aime sûrement pas. Une autoverbalisation utile, c'est celle qui certes ne nie pas les faits, mais qui prend garde de se limiter à ce qui est réel et non virtuel, et qui sépare bien l'observation de la spéculation. 5.
comprendre que les changements ne se feront, comme tous les changements du rapport à soi, que lentement. D'abord s'entraîner sur des situations peu chaudes sur le plan émotionnel, c'est-à-dire impliquant peu l'estime de soi. Puis s'attaquer à plus délicat. Accepter des retours réguliers du critique intérieur sur notre scène mentale. Ne pas s'en affoler, le reconduire doucement à la porte. Ce qui nous empêche d'accomplir ce travail techniquement simple, de recul vis-à-vis de soi, c'est bien sûr que nous confondons le discours autocritique avec un discours réaliste, mais aussi que nous sommes persuadés, souvent à tort, surtout dans les situations émotionnellement chaudes, d'être un bon expert de nous-mêmes, et que cet argument nous pousse à accepter les reproches incessants du critique intérieur. Le « je me connais bien » des personnes à basse estime de soi est souvent une erreur. En réalité, elles ne connaissent bien qu'une partie d'elles-mêmes, celle de leur faiblesse. Mais tout le reste leur est finalement mal connu. Toutes leurs qualités sont mieux perçues par leur entourage que par elles-mêmes. Les règles de l'autocritique efficace sont les mêmes que celles des critiques que nous avons à adresser à autrui. D'une part, faire preuve d'une acceptation inconditionnelle globale et d'une capacité d'autocritique sur des points précis. Tu es quelqu'un de bien, mais tu n'as pas fait cela correctement. Plus une critique est précise et non globale, plus elle active la réflexion davantage que l'émotion. D'autre part, elle doit se montrer constructive chaque fois que possible, plutôt que seulement critique. C'est toute la différence entre « tu as été mauvais », global et définitif, et « la prochaine fois, essaie de faire davantage comme ça », spécifique et constructif. Pour arriver à ce discours intérieur, recul et entraînement sont nécessaires. Une règle pourrait être de ne pas accorder une confiance aveugle à nos intuitions lorsqu'on est dans une situation où notre estime de soi est menacée. Surtout si nous sommes habituellement critiques envers nous-mêmes. Toute auto-évaluation sera irrémédiablement faussée par le stress de l'image de soi. Il n'y a pas pire juge que nous-mêmes. Les études confirment que lorsque nous venons de commettre une erreur, ou ce qui nous semble en être une, nous surestimons systématiquement la sévérité du regard des autres. Se rappeler doucement cette réalité avant d'aborder les situations qui nous inquiètent paraît une bonne règle. Savoir se parler à soi-même aussi. Prends soin de toi. Ne te laisse pas impressionner par tes alarmes intérieures qui se déclenchent à tort pour des menaces minimes ou inexistantes. Concentre-toi sur les situations. Ne juge pas trop vite de ce qui se passe. Ne te nuis pas. Ne te laisse pas embarquer par tes peurs. Pas de double peine. Inutile de se reprocher de se faire des reproches. Souvent nous viennent à l'esprit des reproches sur le fait de trop ruminer sur soi. Tu ferais mieux de relativiser, de voir qu'il y a plus malheureux que toi au lieu de te noyer dans ton nombril. Ces reproches à propos du reproche sont classiques et on retrouve ces émotions au carré, ces émotions à propos de l'émotion et ces ruminations sur les ruminations dans les troubles émotionnels. Dans la dépression, on s'afflige de se voir triste. Dans les états anxieux, on s'inquiète de ne pouvoir contrôler ses inquiétudes. Ou phobique, on a peur d'avoir peur. L'entourage propose souvent un réétalonnage des soucis quotidiens. Penser qu'il y a pire que soi. Pour que cela fonctionne, il faut d'abord s'être apaisé et accepté. Puis ne pas se juger stupide de devoir toujours se rappeler qu'il faut penser à des choses graves pour ne pas se noyer dans ces petits problèmes. Nous nous prenons pour le centre du monde? L'humain est ainsi fait. Il n'y a pas de honte à en avoir. Il n'y a pas à s'en désoler, ni à s'en dédouaner non plus, et à continuer de se regarder gémir et souffrir. Simplement agir. Comme le ménage ou la poussière, ou l'entretien d'un jardin, d'une maison, doucement écarter les ruminations sur soi est un travail à toujours recommencer.